Eh bien, c'est notre façon à nous de faire notre entrée chez vous, à la maison, au bureau. Merci de nous accepter dans votre environnement. Chers amis téléspectateurs, vous avez compris, c'est le grand rendez-vous du soir qui s'est donc installé. BB24, toujours avec vous. Bonsoir à chacun de vous et merci infiniment de nous renouveler votre fidélité, votre attachement. En tout cas, pour ce programme que nous vous offrons tous les jours, c'est du lundi au vendredi à partir de 19 h. Il est annoncé aujourd'hui 4 invités. David Adamon, il est enseignant-chercheur à l'EPAC. Islamia Landou, elle est organisatrice de mariage. Evelyne Sabouran, journaliste, elle est à l'ORTB, et puis Edgar Deguenon, c'est un entrepreneur agricole. Alors, avec ces interlocuteurs, de quoi il va s'agir? Nous nous intéresserons aux organisateurs et surtout organisatrices de mariage, les wedding planners ou planificateurs de mariage. C'est un métier qui passionne pas mal de jeunes. Nourrit-il son homme? On y répondra donc dans cette émission. Aujourd'hui, c'est le 7 mars 2018. La radio nationale souffle ses 65 bougies. Voilà, 65 bougies. Une date qui rappelle aussi la création de Radio Alafia, cette station pour les populations à la base. Depuis sa création en 2015, comment cette radio vit-elle sa complicité avec les populations rurales? L'expert viendra donc nous entretenir sur cette interrogation. Le besoin s'était fait ressentir pendant longtemps donc pour dédier une fréquence spéciale aux langues nationales. Alors, nous allons tout simplement vous dire, chers amis, aujourd'hui que nous parlons aussi du monde agricole. Nous allons nous intéresser au manioc, précisément à la transformation de ce tubercule. Est-ce que la transformation est-il ou bien est-elle un secteur pourvoyeur d'emplois et de devises? On le saura avec Edgar Deguenon et puis de la politique proprement dite pour valoriser la biomasse, ce mélange qui est fait donc de matière organique. Ça se fera dans Nature et Bien-être avec David Adamon, aux côtés de Amandine Anyamboussou. D'un menu à un autre, on va directement donc du côté de la rédaction pour voir un peu la synthèse du 1945 de ce soir. Nadège Soni, bonsoir à vous. Bonsoir Karamata Agbataou, la radio nationale souffle une bougie de plus ce jour 7 mars 2018 pour célébrer l'événement. Avec cet organe de notre office, nous avons réalisé des reportages sur la vie professionnelle des femmes journalistes de la radio et un portrait sur la seule femme de la division des sports. Vous aurez l'occasion de suivre ces reportages à 19 h 45. Également dans cette édition, on parle de la massothérapie, cette technique qui permet de guérir du surpoids et de l'arthrose à moindre coût. Voilà Karamat, le menu du journal ce soir. Nadège Soni, merci beaucoup à vous. À tout à l'heure, tout simplement, pour le développement donc, de ces titres. Premier panel, on s'intéresse au monde agricole. Nous sommes dans les champs. Voilà, on en parlait lundi dernier, on a parlé ce jour donc de comment accroître la production du manioc. Eh bien aujourd'hui, il va s'agir de la transformation, comment donc valoriser cette transformation, les produits dérivés donc de la transformation par rapport au tubercule, le manioc. Nous allons, avant de recevoir notre invité, Edgar Deguenon, vous faire suivre ce reportage sur le manioc. Nous sommes ici à Todomehende sur l'un des sites de vente de produits vivriers à quelques encablures du marché d'Antokwa. On y retrouve un peu de tout, des fruits tels que la banane, la pastèque, mais aussi et surtout le manioc, l'un des tubercules fortement appréciés des populations. C'est grâce au manioc que nous vivons, nous mangeons, on fait gari dedans, on fait atcheke, on fait claclou dedans. Le manioc, c'est beaucoup d'aliments. Le manioc préparé de cette façon est très excellent
Déjà, quand on le mange, c'est assez consistant. On n'a pas besoin de se gêner. Produit majoritairement dans le centre et le sud du pays, le manioc fait partie des filières retenues pour l'élaboration du plan stratégique de relance du secteur agricole PSR-SA. Ce tubercule, malheureusement, se heurte à quelques difficultés et du coup devient rare sur le marché. Une démotivation des paysans qui préfèrent aujourd'hui se ruer vers d'autres cultures au détriment du manioc. Ainsi délaissé, le prix de ce tubercule sur le marché a quasiment doublé, voire triplé. D'ailleurs, Pardon, entre-temps, là, le président Kérékou avait lancé la filière manioc. Si on savait, là, on allait rentrer dans ce domaine beaucoup plus. Mais les gens ne comprennent pas les qualités et l'utilité de manioc. Aujourd'hui, là, ça remporte beaucoup et ça donne beaucoup d'argent. Et je tiens à dire aux populations ou bien aux paysans d'aller cultiver beaucoup les champs de manioc. Pour un pays en voie de développement comme le Bénin, le secteur agricole reste une véritable porte de sortie et les filières porteuses d'avenir devraient plus retenir l'attention. Il y va de l'intérêt de tous. Dans le but de limiter les pertes post-récolte, la transformation reste donc la solution. Monsieur Edgar Diguénon, bonsoir. Voilà, vous vous intéressez à un peu de tout. Vous faites dans des fruits, vous faites dans des légumes et vous êtes aussi dans ces genres de produits. Hein. Et on en parlait depuis lundi. Aujourd'hui, c'est de savoir si la transformation vraiment du manioc, c'est un potentiel qui est encore sous-exploité dans notre pays, le Bénin. Vous allez en parler avec Estelle Pazou. Estelle, bonsoir. Bonsoir Karamat. Comment est-ce que vous allez ce soir? Ça va très bien chez vous. D'accord. Je me porte aussi à merveille, certainement. Nos amis téléspectateurs aussi qui vont suivre tout à l'heure donc vos échanges avec M. Edgar Diguénon. Alors, M. Diguénon, avant de parler même de la transformation du manioc, on va faire un petit rappel de ce qui a été dit lundi. Comment est-ce que présente actuellement le visage de la production du manioc au Bénin? Oui, merci. Bonjour Estelle. Je rappelle juste que la production donc, du manioc se porte assez bien, comme je l'ai dit la dernière fois. Et on a parlé, entre autres, des mesures qu'il faut pour booster cette production, pour que ça aille de mieux en mieux. Et entre autres mesures, on peut rappeler qu'il faut adopter de bonnes variétés, des variétés avec des boutures certifiées. Et une fois les variétés adoptées, il faut voir la variété qui convient au produit fini que vous voulez avoir. Donc il y a plusieurs dérivés du manioc. Donc il faut tenir compte donc, du produit fini pour pouvoir choisir la variété. Il faut adopter des densités qui ne soient pas trop fortes pour faciliter l'aération et le développement donc, de la culture. Il faut également faire donc, de la rotation avec d'autres cultures pour que le sol ne s'improvise pas totalement. Il faudrait ajouter qu'il y a des possibilités également d'utiliser des micronutriments pour pouvoir faciliter le développement donc, des racines du manioc. Et alors, comment se fait la transformation du manioc au Bénin? Alors, la transformation, jadis, c'était essentiellement manuel. Mais depuis quelques 2 décennies déjà, il y a beaucoup de progrès. Et il y a 3 principales opérations sur lesquelles il y a eu beaucoup donc, de progrès, notamment quand vous prenez par exemple l'opération de râpage. Bon, je vais un peu en amont. Il y a d'abord l'épluchage. Ça là pour le moment c'est manuel. C'est toujours manuel. C'est toujours manuel. L'épluchage c'est enlever la peau noire. Oui, voilà, c'est enlever la peau. Bon, ça permet heureusement donc de consommer de la main d'œuvre locale. Mais quand vous passez l'étape là et que vous faites le lavage donc, des tubatiques déjà pelés, il faut faire le râpage. Donc, avant c'était purement manuel. Aujourd'hui il y a donc des râpeuses, même des râpeuses mécaniques qui permettent donc de faire des quantités plus importantes en un rien de temps.
En dehors de ça, il y a l'opération donc de pressage, c'est-à-dire qu'il y a des presses à vis qui ont été développées avec beaucoup d'ONG autres là, ce qui fait que généralement avant, pour presser, on met ça donc dans des sacs de jute, on presse, on met des pierres dessus ou bien donc de gros bois dessus. Pour ça, égoutter. Voilà, pour égoutter justement donc ce mélange là qui a été obtenu. Et donc ça fait parfois une journée, 2 jours, mais actuellement, même en 1 heure de temps ou bien quelques minutes, on peut rapidement. Donc avec les presses à vis, ça se développe beaucoup plus, on fait des volumes plus importants. Il y a également au niveau donc après cela, on passe donc, après de sous-opérations, on passe à la cuisson. Il y a des foyers améliorés qui ont été expérimentés, adoptés, qui facilitent également donc, cette cuisson-là, avec donc, des marmites plus grandes, et ça protège un peu plus les dames qui font cette opération donc, de cuisson-là. Donc l'ensemble de ces 3 opérations améliorées ont permis quand même donc, de pouvoir faire donc, produire des volumes de gari ou bien d'autres dérivés du manioc en un rien de temps en quantité importante. Donc ça veut dire que la transformation aujourd'hui a impacté la quantité qu'on obtient obtenait. Oui, ça a impacté considérablement. Parce que plus vous avez des outils qui se modernisent, plus vous avez la facilité donc, de produire avec moins de difficultés pendant le processus. Et entre-temps, quelles ont été les techniques qui se sont développées toujours dans la transformation du manioc? Alors, autre technique, il y a le fait que si vous prenez n'importe quel dérivé, le gari par exemple, il y a plusieurs types de gari qu'on peut obtenir selon la façon dont vous avez procédé. Si vous voulez avoir par exemple du gari fermenté, après avoir passé cela, après avoir râpé, il faut attendre plus de 2 jours pour que ça se fermente. Maintenant, ça dit des gens qui aiment délayer par exemple du gari fermenté. Maintenant, si vous ne voulez pas obtenir donc, du gari fermenté, il faut le faire automatiquement le même jour, bien le lendemain. Donc ça fait donc des techniques pour pouvoir obtenir telle variété, telle qualité de gari. Il y a aussi, disons, les mailles qu'on utilise, ou bien les râpeuses qu'on utilise, soit on veut obtenir donc, des grains qui sont assez fins, ou bien qui sont plus ou moins grossières, etc. Donc tout cela participe un peu donc, à une variété donc, de dérivés de gari. Il y a également ceux qui le font de façon qui améliore qu'on a du gari qui est fait avec du lait de coco, ou bien même du lait ordinaire, ou même du sucre, et vous n'êtes pas obligé donc d'ajouter autre chose avant de délayer ou bien avant de consommer cela. Il y a également le tapioca et beaucoup d'autres dérivés. Oui, justement, en ce qui concerne les dérivés, on sait qu'il y en a une multitude. Quels sont les dérivés du manioc qu'on peut obtenir? Bon, il faut différencier 2 types de dérivés. Il y a les aliments dérivés qui sont, je veux dire, fermentés. Quand je dis fermentés, je peux citer par exemple le gari dont on vient de parler, sous diverses formes. Il y a le agbelimawe, que les femmes adorent. Non, pas toutes les femmes. Bon, les femmes en général. Il y a également les galettes de manioc qui sont frites dans de l'huile d'arachide. Mais il y a également des boulettes, toujours, mais les frites, mais cette fois avec de l'huile rouge qu'on appelle en langue locale, en fond dongo, que les gens raffolent. Il y a également le feignen bleu qu'on utilise, enfin qu'on mange avec de l'arachide grillé ou bien des galettes d'arachide. C'est du ablo en fait. Mais ce n'est pas le ablo fait avec du maïs. C'est ce qu'on appelle ablo yoki. Voilà, c'est un peu ça. Et il y a aussi le feignen tout court. Oui, justement, ça là, je suis dans la catégorie donc, des aliments fermentés. Ok. Alors, quand on passe donc, du côté des aliments non fermentés, il y a le manioc cuit, voilà, le feignen. Soit à l'eau ou bien à vapeur. Il y a le manioc qui est frit aujourd'hui dans de l'huile. Ah oui, hein. Il y a par exemple, vous allez dans les zones de Comé, c'est frit directement et au fur et à mesure, ils ajoutent un peu, les femmes ajoutent un peu d'eau au niveau à l'huile pour faciliter la cuisson. Mais quand vous allez dans les zones d'Abomey, par exemple, et Boycon, elles font cuire le manioc d'abord avant de faire frire. Il faut avouer que c'est très succulent. Bon, dans les 2 cas, je veux dire. Seulement, il faut s'intéresser aussi à la façon donc, de cuire, est-ce que c'est la bonne manière. Il y a également le biscuit donc, de poudre d'amidon qu'on peut trouver par exemple au poste de péage d'Arroson par exemple qui est très bien. Il y a le lafou, donc il y a la poudre donc, de cossette de manioc. Il y a également le tapioca dont on vient de parler. Il y a également le manioc qu'on peut utiliser pour faire donc, le hacheke et beaucoup d'autres choses. Voilà. Donc il y a plus d'une vingtaine de dérivés, ce n'est que quelques cas qu'on a cités. Rien qu'avec le manioc. Oui, près de 25 qui ont été répertoriés. Mais que faire alors aujourd'hui pour bénéficier de toutes ces potentialités-là? Alors il y a beaucoup de choses sont déjà en train d'être faites.
Mais aujourd'hui, je pense qu'au-delà de tout ce qui est fait jusque-là, il faut aider les producteurs. Je veux dire, la sensibilisation doit continuer, la formation doit continuer pour qu'ils puissent adopter des variétés à haut rendement. Ça permet donc d'obtenir quand même une quantité importante avec un travail relativement moyen, quoi. Donc des variétés à haut rendement. Il faut vulgariser les boutures de ces bonnes variétés-là. Les boutures certifiées. Oui, voilà, les boutures certifiées, puisqu'il n'y a pas de producteurs certifiés partout. Et même s'il y en a, si l'information ne passe pas, les gens ne sont pas conscients que ça existe pour pouvoir s'en approvisionner. Il y a au niveau des groupements qui s'occupent de la transformation. Il faut les appuyer davantage. Au niveau donc des équipements, si on peut moderniser davantage, c'est bon. Et quand vous parlez de groupement, je voudrais qu'on fasse un clin d'œil spécial à toutes ces femmes-là, parce que quand on parle de ces genres de groupements, on les retrouve souvent les énormément. Femmes. Et c'est justement ce que j'allais dire à M. Edgar Degueno. Il paraît que la transformation au manioc la transformation du manioc au Bénin est strictement féminine. Je peux dire c'est un pourcentage assez élevé, sinon les hommes interviennent aussi. Par exemple, mais à faible taux. Oui, à faible taux, mais leur apport est quand même considérable. Dans la mesure, par exemple, si vous prenez, il y a beaucoup de régions où les opérations de râpage, ce sont les hommes qui font. C'est-à-dire qu'ils font prestation de service avec leur équipement. Okay. Même disons, l'essorage, si on doit égoutter, il y a des hommes qui le font. C'est une prestation qu'ils font. Donc ça facilite les autres tâches donc de cuisson et autres là aux femmes. Donc les femmes sont, il faut reconnaître ça, elles sont les plus importantes, les plus nombreuses dedans, mais les hommes sont dans quand même certains maillons donc des différentes chaînes de valeur du manioc. Et donc vous disiez qu'il faut accompagner ces groupements-là. Voilà, il faut accompagner ces groupements en formation, mais surtout également en mesure d'hygiène. Il y a beaucoup de pratiques d'hygiène qui ne sont pas respectées. Aussi bien au niveau donc des aires, donc de transformation. Vous allez voir des endroits où on est en train de dessorer ou bien on attend donc de dégoûter, mais l'endroit, vous voyez que ça laisse vraiment à désirer. Et on le fait pendant plusieurs années, c'est comme si ça ne gêne personne, quoi. Donc il faut vraiment les accompagner au niveau de l'hygiène, les aider à pouvoir avoir donc des unités donc de transformation qui soient plus ou moins conformes aux normes donc de transformation. Qui doit les aider, ces acteurs? N'est-ce pas eux-mêmes déjà qu'ils fassent cet effort d'amélioration? Oui, en fait, autant que nous sommes tous responsables par rapport à la santé de nous-mêmes, également donc des autres à qui nous vendons nos produits. Donc chacun est responsable par rapport à ça. Mais il y a également le fait que quand vous voulez pousser un peu plus, disons, un produit à pouvoir se transformer en chaîne de valeur ou bien en filière, il faut que tous les acteurs sur la chaîne puissent jouer leur partition. Je parle donc des encadreurs, donc au niveau donc, des cadets. Il y a également les ONG qui sont outillés pour cela, donc continuer à former, à sensibiliser à ce niveau-là. Alors, une toute dernière question avant qu'on ne mette fin à ce plateau. Est-ce que, au fil des années, la transformation du manioc a quand même connu une évolution? Ça a connu une évolution, je n'ai pas les chiffres là, mais ça a connu une évolution et ça continue d'autant plus que c'est sollicité également. Il y a beaucoup de dérivés du manioc qui sont sollicités au niveau donc de l'élevage, etc. Donc, ça a augmenté et ça continue d'augmenter. Et comme on le dit, c'est comme l'aliment des pauvres. Enfin, à peu de frais, vous pouvez vous alimenter sans être obligé donc d'aller faire du feu. Donc, ça fait que la production augmente et ça continue. Donc, il faut l'encourager. Merci beaucoup, M. Edgar Degueno. Estelle Pazou, merci beaucoup. Vous avez vite compris, c'est donc fini pour le monde agricole aujourd'hui. On vous retrouve jeudi. Hein? Demain. Voilà. Merci beaucoup. Et c'est pour nous parler déjà de quoi? Est-ce qu'on peut avoir un avant-goût? Demain, on parle de l'agriculture conventionnelle et de la productivité des sols. Voilà. Prenez donc le rendez-vous pour demain. Un autre plateau, c'est Nature et Bien-être. Amandine Anyambosou s'annonce. C'est une substance qui est faite en grande majorité de matières organiques. Il y a aussi les résidus de la cuisine qui s'y retrouvent, je veux bien nommer, la biomasse. Alors, comment valoriser cette matière? On en parle aujourd'hui, encore une fois, avec notre invité David Adamon. Mais avant, je vais vous inviter à regarder cet élément.
L'utilisation des ressources végétales, organiques et animales pour produire de l'énergie est bien possible. La canne à sucre, la betterave, le maïs et le sorgho sont des espèces végétales qui regorgent d'énergie potentielle. La production d'énergie à partir des déchets organiques nécessite une quantité abondante de résidus et d'eau. Vu la quantité de déchets recueillis au Bénin, l'expérience de la biomasse peut être concluante. Quand on prend des villes comme Cotonou, Sémé, Calavi ou autres, mais ces trois villes, en fait, ils sont un peu dans l'intercommunalité, on dit. On peut mettre les déchets ensemble et faire une centrale à déchets. Donc, on élimine les matières non organiques et avec les matières organiques, on fait de l'énergie. Ça peut faire des mégawatts qui vont aussi permettre à la SBE de sortir un peu de la dépendance énergétique. Outre les déchets produits dans les grandes agglomérations, les agriculteurs peuvent également mettre en place des biodigesteurs pour être autonomes. Je pense que quelqu'un qui a une centaine de têtes de bœufs ou quelques milliers de têtes de volailles, il peut parfaitement implanter un biodigesteur. Et avec ça, il va produire son méthane et satisfaire sa demande. Donc, il peut le faire de façon très économique. Mais comme j'ai dit, il faut vérifier que la quantité de déchets nécessaires journalièrement qu'on doit avoir pour alimenter le digesteur existe avec de l'eau. Puis, il y a beaucoup de techniques pour améliorer, faire évoluer le rendement pour que ça soit beaucoup plus économique. Dans tous les cas, celui qui fait ça sur sa ferme, s'il a un peu de gisement, comme j'ai dit, c'est toujours plus économique que d'acheter du gasoil. Parce que le kilowattheure va être inférieur à 100 francs, quel que soit alpha. Voilà. Maintenant, il y a le projet à moyenne échelle on va commencer à chercher à industrialiser un peu. Donc là, on va mettre des artifices d'énergie solaire directe pour augmenter la température dans le biodigesteur et accélérer la réaction. Là, il y a plus de rendement et ça fait encore que la production du kilowattheure d'énergie peut tomber dans les 50 francs, 60 francs. Maintenant, lorsqu'on monte à l'échelle purement industrielle, là, on est dans les mégawatts, on est dans les centrales, le coût aussi va baisser. Les énergies renouvelables telles la biomasse nécessitent un gros investissement, mais un investissement qui peut être amorti au bout de 5 à 6 ans. Cette production est non seulement économique, mais aussi peut aider le Bénin à être autonome sur le plan énergétique. L'énergie produite par la SBE, c'est de l'énergie noble, il n'y a pas de problème. Mais le problème que nous posons au Bénin ici, c'est que en tant que pays souverain, nous devons maîtriser notre consommation d'énergie. Aujourd'hui, on produit moins de 25% de nos besoins en énergie et ça, on ne peut pas continuer comme ça. Il faut qu'on trouve des artifices, des stratégies, des intelligences pour que la production au niveau endogène, au niveau local, nous permette de satisfaire notre demande, être autonome et pourquoi ne pas vendre aussi aux autres. Si le Bénin met une centrale solaire, une centrale à biomasse dans toutes les grandes villes du pays, nous allons rapidement déborder nos besoins et au lieu d'acheter chez la CEB ou le Nigeria, c'est nous qui allons leur vendre ça. La biomasse, source d'énergie, permet aussi de détruire les déchets et de protéger notre environnement. Voilà, c'est une solution que moi je vais dire, nous avons ça à portée de main, tout simplement. Voilà. Il s'agit donc de la biomasse, mais il faut disposer du matériel qu'il faut pour. Monsieur David Adamant, vous êtes non seulement enseignant-chercheur, mais également expert en valorisation de la biomasse et la raison qui explique donc votre présence sur ce plateau ce soir pour nous parler donc de comment valoriser cette matière. Amandine Anyambos, bonsoir. Bonsoir à vous, Karamata Agbatao. J'aime votre sourire, je ne sais pas pourquoi. Merci. Alors, beaucoup. Encore la biomasse. Oui, encore la biomasse. La dernière fois, on avait fait l'état des lieux, on a parlé de la filière et tout. Aujourd'hui, on va parler de comment valoriser la biomasse. Donc, on ne va pas beaucoup parler, on laisse la parole à l'expert qui va nous dire comment valoriser la biomasse, docteur David Adamant. Merci. La biomasse, on peut la valoriser de plusieurs façons. Donc, généralement, deux façons. Il y a la valorisation thermochimique et la valorisation biochimique. Alors, donc, l'objectif de ces deux formes de valorisation, c'est soit de produire du gaz,
soit c'est de produire des combustibles solides, qu'on peut appeler encore des biocombustibles, ou soit c'est pour produire de façon générale des hydrocarbures. Donc là, on va parler des biocarburants. Donc la biomasse, voilà un peu les quelques... Vous avez parlé de deux formes de valorisation. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu quand on prend la valorisation thermique? Alors, thermochimique, dans thermochimique, on a thermique et puis chimique. Oui. Alors, dans thermique, on va ranger tout ce qui a rapport avec l'apport de la chaleur pour pouvoir brûler la matière organique et de pouvoir dégager donc un gaz ou un solide. Donc là-dedans, on va voir un peu ce qu'on appelle la carbonisation. Donc, ce n'est pas l'ancienne forme de carbonisation. C'est une nouvelle forme, donc la façon traditionnelle de la carbonisation qui va nous permettre, donc, non pas à partir des déchets donc, du bois ou de la déforestation, mais à partir donc, des résidus de transformation du bois, ou soit encore des résidus agricoles ou d'autres formes de résidus qui peuvent être transformés en biocombustible. Alors que quand nous sommes du côté donc, de la valorisation biochimique, là-dedans, on va retrouver tout ce qui a rapport avec les digestions animales, les digestions humaines, les résidus donc, de transformation agro-industrielle, qui peuvent être utilisés sous forme d'une fermentation pour produire du biogaz, donc communément appelé le méthane. Donc, de façon générale, voilà donc, les deux façons donc, de pouvoir valoriser la biomasse. Et quel procédé est plus répandu? Alors au Bénin, actuellement, le procédé qui est plus répandu, c'est donc la valorisation biologique. Et c'est ce que nous faisons communément ici au Bénin et dans la sous-région également. Donc c'est pourquoi vous avez toujours entendu parler donc de méthane, de digesteur, de biodigesteurs. Bon, donc c'est la forme biologique qui est plus promue ici au Bénin. Et donc avec le projet du gouvernement, donc, on va évoluer vers la forme thermochimique. Et là, on va voir la gazification. Donc, le gouvernement se prépare donc à installer des centrales à biomasse, mais il s'agit de la gazification de la biomasse. Et quelles sont alors les formes de valorisation? Les formes de valorisation, donc quand on prend par exemple la valorisation thermochimique, on va retrouver là-dedans donc la carbonisation, la pyrolyse, et ensuite... En termes plus simples. En termes plus simples, c'est... En français facile. Oui, très facile, c'est qu'on apporte de la chaleur dans un milieu anaérobie, à la matière organique, donc les déchets, la biomasse, de façon globale. Et l'objectif, c'est que dans ce milieu anaérobie, donc en absence d'oxygène, et cet apport de chaleur, qu'on puisse transformer ces résidus, soit pour produire du gaz, donc c'est un mélange gazeux, c'est pas que c'est du CO, c'est du CO2, non, c'est un mélange gazeux. Et ensuite, il y a un résidu carboné. Donc, le résidu carboné peut être utilisé de plusieurs façons. Ça peut être utilisé comme des biocombustibles pour remplacer le charbon, pour éviter la déforestation. Donc là, on va parler des bio-charbons ou des briquettes de charbon. On peut les fabriquer à base donc, des balles de riz. Vous voyez ça, c'est un résidu donc, issu du décortiquage du riz de paddy. Alors, on peut utiliser également les tiges de coton. Donc, beaucoup de déchets qu'on peut utiliser de cette façon en milieu anaérobie avec un apport de chaleur pour pouvoir produire donc, du gaz, un mélange gazeux ou des biocombustibles. Et quand on va plus loin, on va voir la gazification, c'est ce que l'État se prépare donc à mettre en œuvre. La gazification, c'est quoi? C'est que c'est vrai que c'est un milieu, c'est plus un milieu anaérobie, c'est un milieu légèrement oxygéné. Et donc, la biomasse, donc l'ensemble des déchets donc, qu'on vient de citer, traverse plusieurs étapes. Donc, on doit sécher d'abord la biomasse parce que c'est la voie thermochimique. Et on a dit la dernière fois que tout ce qui concerne la voie thermochimique, ça embrasse la biomasse sèche. Donc, quand la biomasse n'est pas assez sèche, il faut encore sécher la biomasse. Ensuite, on va traverser l'étape de la pyrolyse, comme on a dit tout à l'heure, donc l'apport de la chaleur en milieu anaérobie. Ensuite, les produits de cette étape vont progresser vers l'étape d'oxydation et après une étape qu'on appelle l'étape de réduction. Alors, donc c'est après cette étape qu'on a le mélange gazeux riche en monoxyde de carbone et en méthane. Et ensuite, on aura de la cendre. Et les cendres peuvent être récupérées ensuite pour la minéralisation du sol. Donc, ça peut être utilisé aussi dans le domaine cosmétique. Et donc, il y a plusieurs applications. La cendre issue donc de la valorisation thermochimique. Donc, c'est tellement riche en potassium, en calcium, que ça peut servir dans plusieurs domaines.
Mais tout ça, ça se fait dans des machines? Bien sûr, c'est dans des réacteurs. Voilà. C'est dans des réacteurs. Et ces réacteurs, il faut vraiment de gros moyens pour les mettre en place. C'est un peu comme on parle de centrales thermiques. Alors, donc, c'est de gros équipements qu'il faut mobiliser pour pouvoir conduire ce procédé. Donc, c'est ça. Alors, quand on revient un peu dans la valorisation biochimique, on a déjà parlé des digesteurs, donc il s'agit de la fermentation anaérobie. Ensuite, on a la fermentation alcoolique. Donc, l'objectif, c'est de produire des alcools. Et l'éthanol, par exemple. Aujourd'hui, on peut produire de l'éthanol à partir de la biomasse. Vous voyez un peu, c'est que la biomasse présente plusieurs avantages, contrairement au solaire, qui n'a que le côté électricité, photovoltaïque, et le côté solaire thermique qui est à peine développé. Donc, au niveau de la biomasse, ce n'est pas que l'énergie électrique, mais il y a plusieurs autres possibilités. Il y a l'alcool. L'éthanol qu'on peut produire, qui est rare dans la sous-région, qu'on peut produire parce qu'on a le potentiel. Et ensuite, on a ce qu'on appelle l'extraction des huiles. Donc tout ça, là, ça entre un peu dans le volet biochimique de la biomasse. Donc voilà à peu près ce qu'on range dans biochimique et ce qu'on range dans thermochimique. Ça, quelles sont alors les conditions d'une bonne valorisation? Les conditions sont simples. Je pense que vous-même, vous avez la réponse. C'est d'abord la disponibilité de la biomasse. Parce que si on n'a pas la matière première... C'est pas ce qui manque au Bénin? C'est pas ce qui manque au Bénin. Mais quand on parle de la disponibilité, ce n'est pas que de la quantité. C'est aussi la fréquence de production dans le temps. Parce que si on compte uniquement sur la quantité qu'on a aujourd'hui, et parce que la quantité est énorme, le moment où cette quantité va diminuer, alors qu'on doit produire un certain mégawatt, alors donc on va se croiser les bras pour dire on attend encore d'autres productions de déchets. Alors donc il faut suivre la fréquence de production qui doit répondre à la façon de produire, à la quantité souhaitée de production énergétique. Et rapidement, avant de vous laisser poursuivre, qu'est-ce qu'il faut faire alors pour ne pas être en manque de biomasse à un moment donné, rapidement? Justement, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut une étude préalable pour étudier la filière. Aujourd'hui, actuellement, là où je vous parle, il n'y a qu'une seule filière qui peut nous aider à aller dans ce sens, c'est la filière agricole. Parce que quoi qu'on dise, l'agriculture, c'est en plein temps. Avec la mécanisation de l'agriculture, on a de beaux rendements. Et donc, il y a beaucoup de déchets à exploiter. On ne sera jamais en déficit. Non, ce n'est pas possible. C'est pourquoi le projet de PNUD s'est orienté. Donc, c'est dit qu'il y a une étude préalable. Merci beaucoup. C'est ça. Maintenant, poursuivez avec votre idée. Alors, quand on prend également les digesteurs, vous allez voir, tout à l'heure dans le reportage, on a vu les têtes de bœuf. Mais écoutez, quand vous allez dans le nord, il y a beaucoup de biodigesteurs parce que les troupeaux de vaches sont là. Et chaque fois, ils libèrent des digestions. Et, voilà. Et donc, c'est exploitable. C'est en plein temps. On ne sera pas en déficit. Et c'est ce que le Centre Songhai fait. Parce que le Centre Songhai, c'est plusieurs choses. Et donc, les déchets sont donc, c'est de ça, hein, c'est de ça que vous parlez là. Mais on peut valoriser ce que nous voyons à l'écran en ce moment. C'est ça. Donc, c'est la disponibilité. La condition principale, c'est alors, il faut travailler avec les éleveurs. Voilà. Hein. Et j'ajoute qu'il n'y a normalement pas de projet sans difficulté. La valorisation, c'est sûr qu'il y a des difficultés. Quelles sont ces difficultés pour finir? Alors, les difficultés, c'est, comme vous le savez, c'est des mesures d'accompagnement parce que vous vous rappelez un peu, pour le solaire photovoltaïque, au début, ça coûtait cher. Ce n'était pas donné à n'importe qui. Donc, d'installer ces panneaux à la maison pour pouvoir jouer du solaire photovoltaïque. C'est la même chose. Il faut un accompagnement, il faut une subvention. Et donc, je pense que dans le projet actuel, le gouvernement a pris une part active et nous pensons qu'on est dans le bon sens. Principalement, c'est ça. Et tout ce qui a rapport avec les taxes, donc le fiscal, donc les équipements. Est-ce qu'il faut revoir les taxes qu'il faut infliger à ces équipements-là quand ils viennent de l'extérieur pour pouvoir installer la centrale, etc. etc. Donc, c'est des mesures d'accompagnement qu'il faut juste dans ce domaine pour propulser. Donc, les potentialités qu'offre la biomasse, il est souhaitable que ce projet soit vite réalisé pour le bonheur des Béninois. Le gouvernement ne doit pas... On espère que ça ne sera pas dans 2 ans, 3 ans. Est-ce que vous pouvez nous avancer une date, c'est possible? Comme il n'est pas dans le projet. Mais non, le projet, bientôt on va procéder à la validation des résultats, donc des consultations, des différentes consultations qui ont été entreprises. Et ce n'est qu'après cette étape qu'on va maintenant s'intéresser aux PIE. Les PIE, c'est des producteurs indépendants d'énergie. C'est des partenaires, des investisseurs privés
qui viennent installer les centrales. Et là encore, l'autorité de régulation doit intervenir pour pouvoir fixer le coût. Ça dit que ceux-là, ils produisent de l'énergie, mais ils revendent à la SBE, mais à quel coût? Il faut que tout ça soit étudié pour que cela avantage le PE. Et le projet va répondre donc à votre interrogation, à quel coût ils vont financer. Le PNUD est là pour financer, l'État aussi est là pour financer, pour accompagner. Enfin, oui, c'est ça votre souhait. Là, je le résume en fait. Oui, je vous le garantis, l'État a pris une part active dans ce processus. Merci et il n'y a pas d'inquiétude. On attend juste que la validation soit faite. Et c'est le moment quand même de remercier... Là, c'est en 5 secondes, vraiment. C'est le moment de remercier le ministère de l'Énergie, surtout le ministre et puis le directeur général de l'Énergie qui Merci font monsieur beaucoup dans ce Adamon sens. David. Je rappelle à nos amis téléspectateurs que vous êtes enseignant-chercheur à l'EPAC, expert en valorisation de la biomasse. Amandine Anyambossou, je ne pense pas que je vais vous laisser encore le temps de conclure. Je conclue à votre place. Je vous souhaite un bon retour. Merci. Oui, très bonne soirée. Plutôt, voilà, un bon retour chez vous. Le grand rendez-vous se poursuit. On retient donc tout simplement que le Bénin est en bonne voie donc, pour la valorisation de la biomasse. La complicité, elle est donc là entre le PNUD et l'État béninois. Alors, et si on regardait ensemble du côté de notre expert, et c'est une femme, puisque nous sommes dans le mois de la femme, demain c'est le 8 mars, elle s'appelle Evelyne Sabouran, l'expert. Le besoin s'était fait ressentir pendant longtemps, dédier une fréquence spéciale pour les langues nationales, puisqu'au début, les 18 langues nationales se parlaient sur la radio nationale. Aujourd'hui, en tout cas, depuis il y a 3 ans, les langues nationales ont leur fréquence à part. Alors, comment cette complicité se vit-elle au quotidien avec les populations à la base, en tout cas les populations rurales, si vous voulez, et surtout, par rapport aux femmes, on en parle avec Evelyne Sabouran. Elle est journaliste à l'ORTB. Evelyne, bonsoir, comment est-ce que vous allez? Ça va très bien chez vous. C'est votre première fois en tout cas sur notre plateau, enfin sur mon plateau de BB24 et ravi de vous recevoir pour nous parler donc de Radio Alafia qui a aujourd'hui 3 ans. Alors 3 ans, 2015-2018, qu'est-ce que rapidement vous avez à dire avant qu'on aille dans le vif du sujet? Bon, 3 ans, c'est pas peu. Voilà. Et si c'était un homme, je crois que, ou bien un être humain, j'allais dire, je crois qu'il a commencé au moins par s'exprimer. Oui. Exactement. Alors aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous dire si les choses ont évolué entre-temps, puisqu'au début, c'était 18 langues nationales. Est-ce que ça a changé? Non, les choses sont restées telles. C'est 18 langues, mais le fait est qu'on a notre programme à nous. On n'est plus mélangé au français, donc... on a le programme à nous sur Radio Bénin Alafia pour s'exprimer réellement, pour être en complicité, comme vous l'avez dit tout à l'heure, avec la population rurale. Et justement, parlant donc de ce rapprochement, de cette complicité, comment est-ce que vous la vivez tous les jours? Comment ça se... Karamat, il faut d'entrée de jeu dire que ce n'est pas facile. Mais c'est quand même une bonne expérience qu'on est en train de vivre sur Radio Bénin Alafia, parce que tout au début, je vais dire, comme je le disais tout à l'heure, c'est pas facile, mais ça se poursuit et ça peut aller. Et quand vous dites c'est pas facile, des difficultés avec ces populations à faire passer le message, ou qu'est-ce que vous voulez faire comprendre réellement? Pas forcément avec la population elle-même, oui, aussi avec la population, parce que un élément, par exemple, qui est fait en français, c'est pas d'office garanti à expliquer à la population rurale. C'est-à-dire aux journalistes que vous êtes, que nous sommes. Vous particulièrement, déjà vous parlez le goût. Le goût, moi je fais le goût. Aussi bien à la radio qu'à la télévision sur la une. Bien sûr, mais c'est pas aussi facile, c'est pas une chose gagnée d'avance. Parce que la population, comme on le dit, le français, oui, ça coule, mais il faut amener l'autre dans sa langue à comprendre aussi ce qui se passe en français. C'est ça le grand défi. C'est ça le grand défi. Bien et sûr. Que vous relevez tous les jours. On essaye de relever. On ne peut pas dire que... En tout cas, pour ma part, je suis à mes tout débuts.
parce que j'ai commencé par expérimenter les langues il y a juste 3 ans. C'est-à-dire à la naissance donc de Radio Béné Alafia. Bien sûr, donc je dirais que c'est pas facile, mais je m'en sors. Vous vous en sortez. Bien sûr. Et aussi bien que vos collègues. Alors, bien vous sûr. avez rapidement sorti le mot français. Je voudrais souhaiter un joyeux anniversaire aussi à la radio mère, comme on le dit, la radio nationale, qui aujourd'hui a 65 ans. Maintenant, revenons à Radio Béné Alafia. Quels sont ces programmes-là, justement, que vous avez, qui sont bien suivis? Enfin, elles sont... tous ces programmes doivent être des programmes initiés, faits pour ces populations. Donc, leur intérêt est là. Mais quels sont ces programmes-là qui sont vraiment cotés sur la chaîne? Oui, les programmes, il y en a assez. Moi, j'ai l'habitude de dire que Radio Béné Alafia est la chaîne sœur de BB24. Parce que c'est le développement rural, surtout qui se fait chez nous. Et BB24, je crois que c'est la base. C'est la base, donc je dis que c'est après BB24, en termes de télé, Radio Béné Alafia suit tout de suite BB24. Et quand on parle de programme, on en a assez. Nous avons, par exemple, il y a une émission qu'on appelle le développement rural. C'est réservé qu'aux populations rurales. Donc, on a des thèmes, on va sur le terrain, parce que pour parler de la population rurale, il ne faut pas rester dans les bureaux, il ne faut pas rester dans les studios. Donc, le contact, il n'est pas qu'à travers les ondes, mais vous faites vraiment le déplacement. Nous descendons sur le terrain, même si depuis un petit moment, on a quelques difficultés avec les difficultés financières de la maison, on n'arrive plus à descendre comme cela se doit. Mais la maison nous permet quand même de façon sporadique, c'est vrai. Oui, la maison nous permet de descendre chaque section, parce qu'on a 18 langues, donc c'est 18 sections. Donc chaque section descend dans sa localité pour aller toucher du doigt les réalités de la population. Et si vous permettez, Evelyne Sabouran, nous allons descendre du côté de la rédaction. C'est pour toucher donc l'actualité que Nadège Sané a pour nous ce soir, le journal. Bonsoir, bienvenue à tous. Merci de votre fidélité à la une de cette édition. La radio nationale souffle une bougie de plus ce 7 mars, 65 ans au service des populations et du développement du Bénin. Nous ferons une incursion dans la vie professionnelle des femmes journalistes de cet organe. Euphrasie Kakoshishi, journaliste au service des sports de la radio nationale. Entre passion et profession, elle compte plusieurs années d'expérience à son actif. Retour sur quelques moments forts de sa vie professionnelle. La massothérapie est une thérapie ancienne contre les douleurs physiques. Cette technique est de plus en plus utilisée pour guérir du surpoids et de l'arthrose. Créée le 7 mars 1953, la Radio nationale du Bénin a 65 ans. Cette station du service public s'emploie depuis son existence à servir ses auditeurs. Son personnel est constitué d'hommes et de femmes professionnels, des femmes dont le leitmotiv pour ce type d'organe est la passion. Pour en savoir davantage, je vous invite à suivre ce reportage de Christelle Tongodo, Anthony Alaka et Rodrigue Blondomé. Entre ces femmes de médias et la radio, c'est une histoire d'amour. Elles ont choisi et aimé depuis toujours pour des raisons diverses. La radio, c'est un art. C'est magique. C'est le contact avec les auditeurs. La radio, elle est vraiment légère. C'est-à-dire, vous n'avez pas besoin de grandes choses. La radio, malgré sa simplicité, obéit à des normes. Même si pour ce type de médias, la passion reste la condition sine qua non. Il faut avoir de la passion pour la radio. Maîtriser la langue dans laquelle on parle. Il faut avoir une voix, c'est vrai, une voix, on dit voix radiophonique. À la radio, c'est très important d'avoir une bonne diction. Quand tu n'as pas l'humilité, par exemple, tu ne peux pas avoir un langage assez digeste
pour les auditeurs. À la radio, vous vous retrouvez dans un petit studio. Vous travaillez, c'est vrai, en équipe, mais généralement avec un technicien. Et depuis votre studio, vous parlez pratiquement au monde entier. Donc, dans cet anonymat, vous êtes quelqu'un d'important parce que vous travaillez véritablement au mieux-être des autres. Désormais, ces mères de famille n'imaginent plus leur vie sans la radio. Ce précieux instrument les a chacune façonnées et leur confère ainsi in fine une nouvelle identité. J'étais très timide, mais quand je suis venue au journalisme, ça m'a permis d'être plus ouverte et de savoir parler en public. Ça m'a apporté un peu de notoriété. Avec la radio, je suis allée quand même assez loin. J'ai gagné quelques prix et ça fait ma fierté, la fierté de mes enfants. Comme je suis particulièrement dans le domaine des femmes, des enfants, ça m'a permis de vraiment me spécialiser et de découvrir davantage de choses concernant les femmes, les associations, les institutions, les organisations. Mais dans cet univers apparemment gai, tout n'est pas rose. Actuellement, je suis seule au niveau du poste de journaliste en langue nationale. Ça veut dire que tout ce qu'il y a comme tâche, je l'exécute normalement, comme si j'étais un homme. La première des difficultés, c'est de se voir imposer des choses qu'on ne voudrait pas faire. Vous êtes appelé à travailler tous les jours, à travailler même le week-end, samedi, dimanche. Et vous sentez qu'on vous traite parce que vous êtes femme. On a un regard peut-être parfois malveillant parce que seulement vous êtes femme. Difficile sans doute d'exercer dans les médias, mais entre difficulté et passion, le choix est vite fait. Toujours avec Radio Bénin, on s'intéresse cette fois à la carrière professionnelle d'une dame qui exerce dans cet organe depuis environ une vingtaine d'années. Euphrasie Hélène Kakpochichi, pendant longtemps, a été la seule femme de la division des sports. Euphrasie Kakpochichi, une carrière au service du sport. C'est un reportage signé Herman Amegan, présenté ici par Héloïse Winator. Sur le continent, après la CAN des seniors, celle des moins de 17 ans... Cette voix a pendant longtemps étanché la soif de milliers d'auditeurs de la radio nationale à la quête d'informations sportives. Des années durant, du bout de leur poste récepteur, ils l'ont écouté et suivi, souvent même apprécié. Sans pour autant associer un visage à cette voix rossignole. La voici. Euphrasie Kakpochichi. Sa facilité à dompter le micro contraste avec sa timidité devant la caméra. Entre deux balbutiements de lèvres, Euphrasie se raconte. Il y a une vingtaine d'années, je suis dans cette maison. Sinon, avant la radio, nous étions dans la presse écrite. Et déjà au collège et jusqu'à l'université, nous collaborions déjà avec le quotidien national, La Nation aujourd'hui. C'était Ewouzou dans le temps. J'avais de la passion. La passion. Le laisser-passer qui lui ouvre les portes d'une carrière qui débute au milieu des années 90. Et pour satisfaire davantage ses auditeurs, elle est allée se perfectionner au Sénégal. J'ai fait une maîtrise en droit des affaires carrière judiciaire à l'Université nationale du Bénin. C'est après ça que nous avons passé le concours de CESTI pour aller à Dakar. Et là-bas, notre travail a porté sur les handicaps à la pratique du sport par la femme béninoise. Dans ce monde du journalisme sportif où les femmes sont rares, Euphrasie navigue seule au milieu des hommes. De ce qui se présentait comme un handicap, elle en a fait un atout.
Une femme parmi les hommes, vous savez ce que ça donne. Mais nous avons pu résister au temps. C'était la seule voix féminine de la division des sports. C'est une dame très impliquée. Quand elle a envie de faire quelque chose, elle fait très bien. Nous sommes un après-midi de dimanche. L'horloge affiche 16h. Même heure sur Radio Bénin et c'est l'heure de musique et sport. Radio Bénin. Il est 16h. Musique et sport. Musique et sport. Euphrasie Kakpochichi. Mesdames, Messieurs, auditeurs de Radio Bénin, bonsoir. Encore un autre numéro de musique et sport. Nous allons parler du football, du handball, du basket. Elle déroule son émission. Elle n'a rien perdu de sa superbe. Pour ce dimanche, c'est fini. Fin de cette émission. Rendez-vous dimanche prochain pour un autre numéro. Sans doute qu'elle reviendra pour une autre émission. Parfois sublime, souvent intéressant, toujours différent. Pour guérir de leur surpoids ou d'arthrose, beaucoup optent pour la massothérapie. La technique serait moins coûteuse comparativement aux dépenses liées à la prise en charge par la médecine moderne. Qu'est-ce que la massothérapie? Comment fonctionne-t-elle? Allons à la découverte de cette technique plus ou moins développée sous nos cieux à travers ce reportage. La massothérapie, l'autre technique de lutte contre les maladies non transmissibles telles que l'arthrose et l'obésité. Quand on dit massothérapie, c'est là de traiter avec le massage. Mais le massage, c'est comme un médicament. On fait l'épuration du côlon, le sauna, avant les massages, pour que le massage soit efficace. Elle est à 32,7 comme indice corporel. Donc c'est compris entre 30 et 34,9. Lorsque c'est le cas, elle fait une obésité modérée. Mis à part ce centre de traitement par massothérapie installé à Kpaou, dans la commune de Ouida, la technique est presque inconnue au Bénin. Il y a des jours où on n'a pas de patients, mais d'autres jours, vraiment, je n'ai pas le temps. Lorsqu'ils sont dépassés par les soins médicaux, eh bien, ils viennent. Que ce soit les problèmes de nerfs, l'hypertension avec paralysie, l'arthrose surtout. Je suis dans ma 75e année. Je suis passée de 128 kg à 106. Pour les tout premiers débuts, il faut prévoir environ 100 000 francs CFA afin de bénéficier de 2 séances consécutives obligatoires à raison de 45 000 francs CFA la séance. J'ai fait 9 séances. Les 2 premières séances, vraiment, c'est fatigant. Par exemple, les personnes obèses ayant fait l'expérience de la chirurgie de l'obésité, la massothérapie coûterait moins cher et plus efficace comparée à l'opération chirurgicale qui coûte plus de 2 500 000 francs CFA, sans compter les frais de médicaments et le suivi du malade, soit une nette différence d'environ 2 millions de francs CFA. Quand on voit à long terme, c'est moins cher parce que ici, dès que vous finissez par avoir la méthode, vous l'avez à vie. Alors que l'autre, là, vous êtes à vie avec les médicaments. Et on fait d'une pierre plusieurs coups. Au cours du traitement, vous avez solution à tous vos problèmes. La santé n'a pas de prix. Hein. Si on peut, vraiment, c'est souhaitable de le faire. Parce qu'on se sent bien dans sa peau. De bouche à oreille, les succès de la massothérapie sont vantés. Et pour près de 80% de décès imputés aux maladies non transmissibles dans les pays à faible revenu comme le Bénin, cette thérapie semble être le meilleur choix pour une bonne santé à coût réduit.
Selon le dernier rapport de Standard & Poor's, 14% des 8,4 milliards de dollars du budget dédié à l'exploration de métaux non ferreux dans le monde ont été dépensés en Afrique. La RDC, le Burkina Faso, la Tanzanie et l'Afrique du Sud sont les pays où la majeure partie des fonds ont été dépensés. L'or a été la première cible d'exploration sur le continent, représentant 61% des dépenses régionales contre 51% en 2016. Le rapport précise également qu'à Palor, les dépenses d'exploration ont également ciblé les métaux de base et surtout les métaux utilisés dans les batteries. Qu'il vous souvienne, l'épidémie de l'hystériose a frappé l'Afrique du Sud en janvier 2017, faisant plus d'une centaine de décès. L'origine est désormais connue. Les autorités ont annoncé qu'il s'agit d'une entreprise de transformation de viande à l'état du Limpopo au nord du pays. Reportage. C'est une usine alimentaire produisant de la charcuterie dans l'état du Limpopo au nord-est du pays qui est mise en cause. Le produit incriminé, un type particulier de viande, le baloni, produit à partir d'abats de porc, de bœuf ou encore de poulet. Le ministre de la Santé annonçait que l'ensemble des produits sortant de cette usine vont être rappelés et déjà aux premières heures, la porte de l'entreprise dit bonjour à de longues files d'attente. Je viens juste chercher mon argent parce que ce matin, j'ai appris à la télévision et dans les journaux que cette entreprise vendait de mauvaises choses. J'ai rapporté tout ce qu'ils m'ont vendu. Peut-être que j'aurai mon argent, je ne sais pas. Je rends ce produit de l'entreprise parce que j'ai entendu aux infos hier soir qu'on devait rendre les produits. C'est pour ça que je suis là. L'entreprise accusée n'était pas joignable dans l'immédiat pour un commentaire. La listériose tue depuis plus d'1 an principalement les femmes enceintes et les nouveau-nés, 180 au total sur 950 cas déclarés. Toute l'Afrique du Sud était devenue paranoïaque car elle a fait des victimes dans les 9 provinces du pays. Place maintenant à une vaste opération de nettoyage. Les produits de l'entreprise doivent être retirés des supermarchés, a affirmé le ministre de la Santé, invitant chacun à vérifier sa propre nourriture. Identifier la source ne signifie cependant pas la fin de l'épidémie. D'autres cas devraient suivre car il faut 70 jours pour ressentir les effets de la listériose après avoir consommé un produit infecté. C'est la fin de cette édition. Retrouvez Estelle Pazou demain à 12h45 pour une nouvelle édition du journal sur BB24. Merci beaucoup Nadège Sonny. Le 19h45 de ce mercredi, c'est donc fini. Rendez-vous donc demain à la même heure avec elle, en tout cas pour le grand rendez-vous. Soyez devant votre poste téléviseur à partir de 19h. Alors, reste à suivre dans Autant savoir aujourd'hui. On parle des planificateurs de mariage. On reviendra donc sur ce plateau avec Islamia Landou. Elle est organisatrice de mariage. Elle sera interrogée par Agnès Belot. Mais avant, en attendant, donc le plateau Autant savoir, c'était déjà dit qu'on allait se retrouver après le journal, n'est-ce pas, Evelyne Sabouran? Je rappelle, où j'informe déjà ceux-là qui viennent de nous rejoindre sur la chaîne, que vous êtes journaliste à l'ORTB, donc dans cet office, et vous êtes précisément à Radio Alafia, cette fréquence dédiée, n'est-ce pas, aux langues nationales et les langues du terroir. On en a assez quand même. Hein. Bien sûr. Alors revenons-en rapidement au grand programme que vous servez rapidement avant d'en venir maintenant à ceux-là qui sont vraiment spécifiques. Ok, les programmes à Radio Bénin Alafia, c'est comme sur toutes les autres chaînes. Hein. C'est le journal, c'est des émissions spécifiques, c'est la politique, c'est le sport, c'est des émissions enfantines. C'est tout un tas de choses. C'est tout un tas de choses. Et maintenant, pour les spécifiques, quand je parle de spécifiques, c'est beaucoup plus regarder dans le sens de la femme rurale. Vous savez, demain, c'est déjà la journée de la femme. Et la thématique retenue cette année à l'international, c'est Ensemble les femmes modernes et les femmes rurales pour changer le monde.
Alors, à votre avis, déjà, comment est-ce que la femme rurale peut-elle contribuer à changer le visage du monde aujourd'hui tel qu'il se présente? Comment est-ce que la femme rurale peut arriver à changer le monde? Je vais dire, la femme rurale, on ne peut pas se passer d'elle. On ne peut pas se passer d'elle du moment où tout le monde ne peut pas étudier comme on a l'habitude de le penser là pour être une femme moderne. Donc, c'est d'abord la ménagère, c'est d'abord la paysanne qui assure, si la paysanne ne cultive pas, celle qui se dit, celle dite moderne, ne pourra pas manger. C'est ça. Donc, on ne peut pas, elle est au centre du débat, on ne peut pas se passer d'elle. C'est ma part de, comment on dit, c'est ma conception de la chose. Voilà. Et maintenant, ce que je voudrais quand même qu'on puisse savoir, quels sont ces programmes-là que vous avez et qui touchent à la femme rurale. Sur Radio Bénin Alafia, on a une émission qui s'intéresse aux femmes qu'on appelle Heure de la ménagère. C'est une émission parce qu'on sait, la femme, on le sait, c'est la mère de l'humanité. Si la femme est instruite, elle a un certain nombre de bagages intellectuels, pas forcément en français comme on a l'habitude de le dire, c'est que les enfants sont bien éduqués et c'est la société qui est de ce fait impactée positivement. Donc, cette émission, c'est une émission d'une heure. Elle a quel nom, cette émission? Heure de la ménagère. Et elle se passe dans toutes les langues. Toutes les 18 langues ou Non, pas toutes les 18 langues, mais dans les sections où il y a de femmes. Parce que toutes les sections ne sont pas dotées de femmes à Radio Bénin Alafia. Alors, est-ce que ça ne vous dit pas d'attirer l'attention de l'autorité sur ce point sensible quand même, puisque vous l'avez dit tout à l'heure, la femme, elle joue un grand rôle dans la société. Bien sûr. Pouvoir doter donc ces sections de cette fréquence-là qui... Bon, ça ne restera ici qu'une doléance pour le moment parce que c'est à l'autorité de voir de prendre la décision s'il a ce pouvoir. D'accord. Voilà. Et ça se passe... vous dites que c'est l'heure de la ménagère. L'heure de la ménagère, c'est tous les jours de midi à 13h. C'est en langue, c'est pas en français. C'est vrai que pour pouvoir la dénomination de l'émission, c'est en français. Parce qu'il faut le dire, à Radio Bénin Alafia, c'est pas que tout se fait en langue, non. Tout se fait d'abord en français et après ça on se traduit rend en langue. C'est ce pourquoi à l'ORTB, pour accéder aux langues nationales, le minimum de diplôme reconnu pour l'ORTB, c'est la licence. Tout au moins. Tout au moins. Alors, très très rapidement, je ne sais pas si vous avez autre chose à dire, sinon que... Oui, je dirais aussi que Radio Bénin Alafia, c'est le journal, c'est Heure de la ménagère. Comme je l'ai dit, on a une émission politique qui est à Djaralassa, on traite de l'actualité. On a musique et sport, on vient de passer un élément. Mais pourquoi ne pas penser à... Oui, mais c'est vrai que ce n'est pas à vous de répondre à cette question. Hein. Vous n'êtes pas le chef des programmes de cette radio, mais pourquoi ne pas penser déjà à donner ces noms, enfin, que les émissions portent les... Pourquoi ça se fait en français? Oui, je viens de vous dire que le programme est rédigé en français, mais ces émissions ont leur dénomination en langue comment on dit, au niveau respectif de ces langues-là qui les aident. Par exemple, j'ai parlé de Adjralassa, ça veut dire, c'est en fait une émission, c'est la dénomination en français, c'est un confrère. Donc, il y a de ces dénominations-là qu'on a aussi en langue, mais il y en a d'autres. En fait, le programme, c'est pas à nous, ça, c'est pas à nous, c'est à l'autorité qui n'est pas censée comprendre tout ce qu'on est en train de dire, mais a besoin de comprendre quand même ce qu'on est en train de diffuser sur la chaîne. Forcément. Alors, ces émissions-là, il vous arrive, vous l'avez dit tout à l'heure, hein, dans la première partie de nos échanges, il vous arrive de descendre, même si c'est de façon sporadique, hein, sur le terrain. Oui. Est-ce qu'il vous arrive de, je sais pas, vous rencontrez ces femmes-là aussi, c'est vrai, les populations rurales, mais il y a aussi cette frange de cette population-là que représentent les femmes. Vous êtes au contact d'elles.
Bien sûr, on est au contact d'elle, mais à travers nos émissions interactives, on a aussi le feedback déjà ici en studio. Donc, ce n'est pas forcément descendre pour avoir un contact avec elle. Mais il y a déjà ce caractère interactif que les émissions ont, bien sûr. Et qui permet donc, qui vous permet aux auditeurs et particulièrement les femmes de se prononcer sur nos chaînes. D'accord. Et quel est ce retour? On veut bien savoir ou les partager enfin avec les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Je dirais qu'elles sont toutes satisfaites, même si elles voudraient que d'autres efforts soient déployés pour plus les prendre en compte. Voilà. Et quelles sont ces émissions-là qui semblent les emballer? Parce que quand on parle de la femme rurale, elle n'est pas forcément, elle n'a pas les mêmes ambitions que la femme dite moderne. Hein. Dites-nous, qu'est-ce qui semble focaliser leur attention sur Radio Bénin Alafia? Sur Radio Bénin Alafia, vous savez, la femme rurale dont on parle, elle est aussi intéressée par la politique. Il y a l'émission Adjarasa qui est vraiment porteuse. Sur ce plan, il y a l'émission Développement rural qui est réservée à l'agriculture en général. Donc, c'est la femme paysanne même qui est au centre de cette émission. Et quand on parle de l'agriculture, elles sont nombreuses. Hein. Les chiffres sont là et qui étayent bien. C'est plus de 110% des femmes. Vous êtes statisticienne en la matière. Oui, j'apporte les chiffres qui sont là. Merci. Oui. Alors, très rapidement, votre mot de la fin. Demain, c'est la journée internationale de la femme. Comme je le disais, le thème, c'est cette cohésion d'union entre les femmes modernes et les femmes rurales pour changer le monde. C'est possible que ces femmes-là changent vraiment le monde? C'est possible. C'est peut-être nous, et femmes. En quoi faisant, oui. C'est peut-être nous, femmes dites modernes, qui devrions aller vers ces femmes dites rurales. Bon, c'est pas péjoratif. C'est pas du tout péjoratif. Je suis d'accord que c'est pas péjoratif, mais il y a une certaine humilité qu'il faut cultiver pour pouvoir le faire. Sinon, c'est pas possible. Ça veut dire qu'il y a un constat qui est là, qui n'est pas agréable. C'est-à-dire, on est en retrait. Nous, femmes intello, on n'aime pas aller tout de suite à la rencontre de la femme qui n'est pas instruite. Voilà. D'accord. On a un certain ego aussi, je peux m'essouffler de la sorte. Un peu hautaine aussi parfois, hein, ça arrive. Mais bon, ça va avec tout l'effort qu'on a fourni, enfin qu'elles ont fourni sur les bancs et pour en arriver là où elles sont aujourd'hui. N'est-ce pas? Merci beaucoup, Evelyne Sagboran, journaliste à l'ORTB, précisément sur Radio Bénin Alafia. Merci, Karamat. Je veux bien vous souhaiter une très bonne fête des femmes. On vous invite à nous rejoindre là-bas pour la fête. Vous avez un programme rapidement à partager avec les gens qui nous suivent? Un programme, c'est juste des émissions spéciales. C'est tout pour donner le goût de la fête à nos auditeurs. Je rappelle qu'on va faire une délocalisation dans l'arrondissement de Toba pour être en contact vraiment avec... Et Toba, c'est où? C'est dans Abomey-Calavi. C'est dans Abomey-Calavi, pas donc loin de Cotonou. Et c'est le samedi. Samedi, à partir de quelle heure? À partir de 9h, nous sommes à Toba. À partir de 9h, Radio Bénin Alafia sera donc localisée pour votre plaisir et c'est pour faire un clin d'œil spécial à toutes ces charmantes femmes, aussi bien rurales que modernes. Merci beaucoup. Alors, le dernier plateau que nous allons mettre sur pied, que nous allons installer, c'est Autant savoir. Autant savoir comment planifier son mariage. Vous avez un événement de mariage en vue dans 1 ou 2 ou 3 semaines. Eh bien, si vous n'avez pas les possibilités d'y aller seul dans l'organisation, parce que ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de réflexion, il faut avoir les bonnes idées, avoir le sens de l'organisation aussi. Eh bien, n'ayez pas peur, vous avez la possibilité aujourd'hui de recourir aux organisateurs ou organisatrices de mariage. Eh bien, oui, et ils existent ou elles existent sur le territoire. Et bien, c'est pour parler de ce métier que nous allons vous faire d'abord regarder ce reportage que Pélagie nous a réservé sur le Wedding Planner. Avoir une personne disponible capable de planifier et d'organiser un mariage, c'est aujourd'hui possible à Cotonou grâce au service d'un wedding planner.
nous aidons les gens à amener leur mariage à bien. Ils viennent vers nous, en l'occurrence pour les conseils, le choix de la robe. On les aide à choisir la robe selon l'individu. Parce qu'une mariée, par exemple, qui est corpulente comme moi, ne peut pas porter la robe d'une mariée svelte, d'une femme svelte. Donc, le choix de la robe varie, n'est-ce pas, selon la morphologie de la cliente. Pour faire face aux difficultés rencontrées dans l'exécution de leurs tâches, une association a récemment vu le jour et compte plus de 20 membres. On demande souvent aux étudiantes d'avoir vraiment la passion. Si vous n'avez pas la passion, vous ne pouvez pas faire ce boulot. Parce que les clients vous traitent comme si vous étiez les boys. Ils oublient au fait. Et il faut avoir la patience. Parce que la cliente peut crier sur toi. Tu n'es pas sa domestique. S'offrir les services d'un wedding planner est idéal pour cette génération de femmes très occupées qui doivent concilier vie professionnelle et vie de famille. J'ai une amie qui a été satisfaite de leurs prestations et je suis venue aussi parce que j'ai un mariage en vue et j'aimerais profiter de la prestation de madame, qu'elle puisse organiser mon mariage en passant par la robe jusqu'à la décoration. Le wedding planner tire son origine de la culture américaine. Aux États-Unis, on estime à 75% les mariages organisés par les wedding planners contre 20% en France. Le Nigeria détient quant à lui le meilleur record en Afrique où le métier est en pleine expansion. Il y a les Béninois qui viennent de l'extérieur pour venir se marier. Eux là, c'est systématique parce que c'est déjà une culture qui est là-bas. Donc c'est systématique. Maintenant, de bouche à oreille, il y a une wedding planner qui a organisé mon mariage. Le wedding planner est certes très indispensable pour la réussite d'un mariage, mais s'offrir ses services n'est pas chose aisée. Son prix varie selon le budget du client et la qualité des prestations dépend de son portefeuille. Ce métier nécessite tout de même un minimum de formation professionnelle, bien sûr, pour garantir aux clients des services de qualité. Quand on commence par parler du wedding planner, les futurs mariés ont comme l'impression qu'en réalité, on vient pour gonfler leur budget, alors qu'en réalité, le wedding planner, c'est cette personne-là qui devrait pouvoir vous aider à trouver le meilleur, mais à un coût intéressant. N'est-ce pas que ça fait rêver avec de ces belles images de mariage? Parce que quand on dit mariage, dans la tête des femmes, beaucoup plus les femmes. Hein. C'est vrai, le mariage, c'est l'homme et la femme, mais c'est beaucoup plus la femme qui rêve. Elle se voit déjà dans sa robe bien blanche, en princesse. Bonsoir, Madame Landou. C'est bien ça, Is Lamia, organisatrice de mariage. Un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Vous êtes très belle. Ania Tubelo, bonsoir aussi à vous. Bonsoir. Vous allez me regarder, qu'on se salue. Oui, bien sûr. Alors, le wedding planner, nous en sommes où? Déjà un petit rappel pour ceux-là qui... Justement, on démarre timidement au Bénin. On ne connaissait pas ce corps de métier, on l'a découvert il n'y a pas si longtemps que ça. Avant, c'était nos mamans, nos tantes, surtout les tantes. C'était elles qui décidaient de ce qui doit se faire, comment est-ce que le mariage doit être organisé et tout. Mais puisqu'aujourd'hui, on est au four et au moulin, on n'a pas toujours le temps de pouvoir faire tout soi-même. Et aujourd'hui, on a cette culture. Il y a des gens qui se proposent de nous accompagner ce service et de vous accompagner. Les nous avons un exemple palpable sur ce plateau, Islamia Landou, déjà merci. Épouse Viadénou. Il faut préciser. Épouse Viadénou. Je suis d'accord avec vous, il faut le revendiquer, épouse Viadénou, d'accord. Donc déjà, moi, j'aimerais savoir comment vous êtes venue à ce métier. Voilà. Rebonjour. Écoutez, je suis venue à ce métier par passion. Déjà, tout ce qui a trait à la mode, c'est mon univers. J'aime la mode. Et je suis personnellement malade des robes de mariée. Et comme je vous le disais tantôt, c'est un métier qui n'a pas encore pris d'essor au Bénin. Ça commence tout petitement. Sinon, à l'extérieur, vous avez même des écoles de wedding planner. Nous sommes là, n'est-ce pas? Le métier dit déjà son nom.
Wedding, vous avez le mariage. Planner, c'est la planification en anglais. Donc on est là, n'est-ce pas, pour accompagner le projet. Vous venez chez un wedding planner, elle n'a pas forcément besoin d'être comme moi, installée dans une maison de mariage, dans une ambassade de beauté comme moi, non du tout. On est là d'abord pour donner des conseils pratiques selon la morphologie du client, la mariée, comment est-ce qu'elle se présente, tout ça. On va lui donner des conseils adéquats, n'est-ce pas, pour pouvoir choisir sa robe, aller vers les maisons où on vend des robes de mariée, l'aider à faire son choix. D'accord? À part ça, l'espace de fête, il faut l'aider à choisir l'espace de fête selon le nombre d'invités, n'est-ce pas, qu'elle attend. Il y a tout ça. Les thèmes de son mariage, c'est une étude qu'on fait, nous, décoratrices. On a appris les couleurs, chaque couleur parle, chaque couleur avec son message émane des vibrations différentes. Positives comme négatives. Absolument. Mais on ne va pas faire le choix de la négativité lors d'un mariage. Non, c'est pas possible ça. Écoutez, le bien rime avec le mal. Quand vous prenez par exemple une lampe, quand la bonne négative et la bonne positive ne marchent pas, elle ne s'allume pas. Donc il faut agencer les couleurs. Mais bien sûr, il faut agencer les couleurs. En quelque sorte. Bien sûr. Vous pouvez avoir des couleurs gaies et aussi des couleurs un peu sombres. D'ailleurs, dans les mariages, on met parfois du noir. Les gens pensent que le noir, c'est seulement pour le deuil, mais ce n'est pas possible. Ah non, non, non. Le noir, c'est aussi l'élégance, je crois. Mais bien sûr. Pour les soirées de gala. Mais bien sûr. Les plus belles robes, d'ailleurs, de soirée sont en noir. Les hommes sont en costume noir, chemise blanche pour contraster le noir. Donc, comme je vous le disais tantôt, on a étudié les couleurs. Donc, on aide, nous, wedding planner, les gens à choisir leur thème de mariage, les objets sur lesquels doivent être reposés leurs événements. Est-ce que c'est des fleurs? Est-ce que c'est des colombes? Est-ce que c'est quoi? En tout cas, il y a tellement de choses qui rappellent, n'est-ce pas, notre métier dans tout ce qui est événementiel, n'est-ce pas, de mariage. D'accord, mais pour ces clientes-là et ces clients qui ont parfois l'impression que les wedding planners sont toujours dans la grandiloquence, c'est-à-dire on veut que ce soit majestueux, on veut que tout soit parfait, et c'est énormément de sous. Parce qu'aujourd'hui, il faut reconnaître que le mariage tel que beaucoup de jeunes ou beaucoup de Béninois le conçoivent coûte énormément. Quelle est votre réponse à ça? Je ne suis pas d'avis. Je ne suis pas d'avis dans la mesure où les 10 doigts de la main, les 5 doigts de la main plutôt, pardon, ne sont pas égaux. Un bon wedding planner doit aider, n'est-ce pas, son client en fonction de son budget. C'est très, très important. Et quand les gens se disent mariage, ils ont en griffe dans la tête que c'est trop cher et tout. Non, c'est selon le budget de chacun que vous aurez le mariage qu'il vous faut. Mais bien sûr qu'il vous faut. C'est pas forcément la folie de grandeur, non. Non, mais est-ce qu'il vous arrive d'organiser des mariages modestes? Le mariage, bien sûr. Le mariage, dans un premier temps, c'est le plus grand sacrement que Dieu lui-même a institué. Donc, du coup, souffrez un instant que c'est pas votre tenue, c'est pas votre maquillage, c'est pas forcément la décoration haut de gamme que Dieu veut voir. C'est votre cœur. L'engagement que les époux ont. Mais bien sûr, approchez la table sainte, c'est une initiative noble. Donc, nous aidons, n'est-ce pas, nos clients à accéder, n'est-ce pas, à leur mariage en bien. D'accord? Le mariage, c'est une cérémonie. C'est un événement qu'on vit. D'accord? Donc, moi, j'appelle souvent les mariés à venir à ne pas se presser, pour qu'on puisse, ça peut les aider à vivre leurs événements selon leurs moyens. C'est très, très important. Et selon leurs aspirations aussi. Absolument. Mais quand vous avez en face une cliente qui ne sait pas vraiment ce qu'elle veut, c'est juste qu'elle veut que son mariage soit beau et tout, est-ce que vous pouvez prendre en charge toute la conception sans une réelle participation de sa part et qu'à la fin, elle soit quand même satisfaite du résultat? Ça doit être un art. Hein? Mais bien sûr, quand vous connaissez votre métier, nous, par exemple, Noviali, nous sommes une équipe avertie. Ça me fait quand même environ 20 ans de carrière dans ce métier. Ah oui, donc il est vieux au Bénin. Hein? Ah oui, ça veut dire que c'est juste que la communication n'était pas... C'était pas assez vulgarisé. Oui, c'était pas assez vulgarisé. Notre travail ne disait pas son nom. On travaillait, pas dans l'ombre. On travaillait, c'est pas seulement pour les mariages
européens qu'on nous fait appel, même pour les dots, nos mariages africains, on va louer le foulard. Beaucoup de gens nous suivent. Moi, j'ai intervenu dans beaucoup de mariages, beaucoup, je ne peux pas les citer ici, tant traditionnels qu'européens. On nous fait appel pour, n'est-ce pas, tout ça. Donc, du coup, quand tu connais ton métier et que tu es une personne avertie dans ton métier, même quand la personne ne s'y connaît pas, parce que souffrir un instant que les gens, n'est-ce pas, n'ont pas le... Comment dirais-je, l'expérience du mariage. On ne se marie qu'une seule fois dans la vie. Nous en avons l'expérience parce que nous sommes installés dedans tous les jours. Chaque week-end que Dieu a créé, nous habillons, nous coiffons, nous rendons belles les gens. Est-ce que belle et beau, c'est pas seulement du côté de la femme. Vous faites aussi pour les bien hommes. Bien sûr, on fait les maquillages même pour les hommes, les maquillages neutres pour les hommes. Mais le jour de mariage, la personne qui est au centre de tous les regards, c'est la femme. Évidemment, c'est vrai que tous les yeux sont rivés sur la femme. C'est la femme et on voit encore le la monsieur. femme. D'ailleurs que la femme est le centre de l'univers. Sans la femme, il n'y a pas de vie. Vous faites bien de passer ce message à la veille du 8 mars, la journée de la femme. Absolument. Je profite pour on souhaiter va pas faire le féminisme, bonne fête. Mais nous sommes que les femmes. Que les hommes souffrent qu'on se souhaite une bonne fête de la femme. Ben, bien sûr. Bonne fête à vous. Merci. Bonne fête à nous. À nous. Et bonne fête aux femmes du monde entier. D'accord. Eh bien, les femmes, justement, elles comptent sur vous pour que ce jour-là, qui leur est si cher, le jour de leur mariage, soit inoubliable. Mais déjà, moi, j'aimerais savoir, vous avez parlé tantôt d'écoles de formation qui existent sous d'autres cieux. Mais ici, nos wedding planners, nos organisateurs et organisatrices de mariage, est-ce qu'ils reçoivent une formation particulière pour pouvoir exercer ce métier? Bon, ici au Bénin, je ne connais pas encore d'école de wedding planner. À l'extérieur, moi j'ai parcouru le monde dans ce métier. À l'extérieur, c'est vrai, il y a beaucoup d'écoles. Mais ici, il y a des groupes de femmes qui s'efforcent à donner de petites formations. Ce n'est pas des formations d'école, mais c'est quelque chose des formations diplômantes quand même, qualifiantes. C'est des certificats parce qu'un diplôme, attention, pesez le mot, un diplôme... C'est vrai, ça a tout un poids. Un diplôme a tout un poids et ça doit venir des écoles. Moi, j'ai par exemple 4 diplômes internationaux d'esthétique et coiffure. J'ai dit diplôme, je n'ai pas dit attestation. D'accord. Donc un diplôme, c'est quelque chose de différent. Mais il y a des femmes qui s'organisent, qui font des formations sur le tas. Elles donnent des attestations aux filles. J'applaudis ça, mais j'ai l'impression que le métier se vulgarise très mal parce que c'est des formations de courte durée. Est-ce que vous voyez? Alors que nous sommes installés dans un métier où nous n'avons pas du tout le droit à l'erreur. C'est comme les médecins. Est-ce que vous voyez, il opère mal, la personne meurt. Le mariage, c'est une fois la vie. Donc, quand... Le moindre détail est important. Oui, absolument, merci. Le moindre détail est important. Donc, un mariage, en fait, ne s'improvise pas. Donc, je vois, on forme des gens sur le tas, c'est bien, mais je pense qu'il faut mieux cerner la chose. Vous mettez donc en question la qualité de ces personnes-là qui sont formées et qui après sont reversées dans le métier. Sont reversées sur le métier de l'emploi, alors qu'ils ne sont pas tout à fait outillés pour ça, parce qu'on n'a pas droit à l'erreur pour un mariage. Comme je le disais tantôt, un mariage c'est une fois la vie, donc il faut vraiment bien former les gens. Celles qui prennent ces initiatives, je les applaudis, mais je les appelle à un peu plus de professionnalisme, de former les gens, les filles, dans des délais. Mais justement, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus les filles et les femmes qui sont intéressées par le métier de wedding planner. Est-ce qu'au Bénin, ici, nous avons des hommes qui font ce métier? Moi, je me demande. Il y a des hommes qui font ce métier plutôt à l'extérieur. Au Bénin, ici, je n'en connais pas trop. Il est vrai qu'au Bénin, ici, il y a de grands organisateurs de mariage. Au Bénin ici, comme Delta Events, qui fait très bien. Eric Yanyamboussou, il est organisateur de mariage. Ah, mais madame, vous passez de la publicité gratuite sur la chaîne. Excusez-moi. Non, mais je crois que c'est parce qu'on a demandé s'il y avait un organisateur de mariage. C'est parce que vous avez demandé. S'empêcher de voilà. Il y a des organisateurs qui le font très bien. Mais eux, ils ne sont pas dans le domaine
maquillage, esthétique, Ah coiffure. d'accord, ils sous-louent alors, c'est-à-dire plusieurs personnes peuvent s'associer. En fait, ils ont la police de leur... ils conduisent le cortège sur l'espace de fête. C'est eux qui mettent vraiment les choses en règle. Vous savez, quand il y a des mariages, il y a du monde. Et quand il n'y a pas des gens qui sont dans le métier, on n'arrive pas à gérer les gens. Il faut discipliner les gens et tout. Donc, il y a des organisateurs sur d'autres ondes, d'accord, qui sont plutôt des gens de sexe masculin. Et qui vous accompagnent. Qui nous accompagnent, n'est-ce pas, dans le métier. Là où nous, on s'arrête. Eux, ils continuent. Voilà, eux, ils continuent. Madame, oui. D'accord, je ne sais pas si j'ai une minute. Oui, c'est déjà pour savoir. Pour ceux qui nous suivent. Tu as fini ton temps aujourd'hui, mais vas-y, je t'accorde encore rapidement. Non. Ce qu'on va faire, on va peut-être revenir dessus. Moi, j'aimerais justement qu'on puisse poursuivre dans le domaine de la formation, parce que le but de nos rubriques sur BB24, c'est de pouvoir satisfaire ces jeunes qui ont soif de métier, de découverte, d'opportunités. Donc, on reviendra certainement sur le sujet pour leur apporter des réponses. Mais ce qu'on peut déjà retenir, c'est que c'est un métier à part entière. Oui, c'est un métier à part entière qui peut nourrir son homme. Qui peut nourrir son homme. Je dis son homme grand âge. Merci. Femme comme et c'est en ces mots que se conclut. Et c'est en ces mots donc avec vous, Madame. Métier passionnant. Madame Landou, que se conclut donc. Elle tient à ça. Cette rubrique, autant savoir aujourd'hui, décidément, mais qu'est-ce qu'ils ont ces hommes à nous réclamer ça à chaque fois que vous êtes mariés, la baguette au doigt, il faut que le nom soit là. Je partage donc enfin c'est une anecdote que j'ai vécue il n'y a pas longtemps, c'est juste hier, une invitée qui disait « Ah mais oui, il faut mettre le nom de... Il va se fâcher après s'il voit l'antenne qui n'a pas son nom. » Ça m'a fait rire un tout petit peu. Mais voilà, c'est donc fini pour Autant savoir de ce mercredi à Niatibelo. C'était un plaisir de l'avoir animé avec vous. Allez, on va se dire à la semaine prochaine, parce que Autant savoir, cette semaine, c'est fini. Pour cette semaine, c'est fini, oui. Merci beaucoup. C'est non seulement fini pour Autant savoir, mais c'est aussi fini pour toute l'émission dans sa globalité, le grand rendez-vous de ce 7 mars 2018. Mais avant de se quitter, je voudrais qu'on revienne rapidement sur la météo, les chiffres dans les nuages. Merci beaucoup. Merci d'abord à vous qui nous avez suivis de bout en bout, vous qui avez pris le train en marche depuis 19h. Merci aussi à vous qui avez pris le train en marche, et vous qui êtes venu il n'y a pas longtemps, eh bien vous avez raté des choses. Dites-vous qu'il y a encore des possibilités de vous rattraper. Restez tout simplement là. Le lendemain, vous aurez donc chaque rubrique qui passera pour vous informer. Nous avons eu aujourd'hui le monde agricole sur le manioc. Nous avons eu donc avec Nature et Bien-être la biomasse. Nous avons eu avec l'expert radio Bénin à la fille avec Madame Sagbouran Evelyne, et tout à l'heure Autant savoir avec Islamia Landou, organisatrice de mariage. Mesdames, Messieurs, vous avez compris, on s'arrête ici. Tout simplement, moi j'ai pris du plaisir à vous servir encore aujourd'hui. Merci à toute l'équipe. Je vous retrouve demain, toujours avec le même bonheur.